Le vent de septembre fouettait les falaises de Plouhinec avec une violence qui semblait vouloir arracher les rochers eux-mêmes de leurs fondations millénaires. Les vagues du golfe de Gascogne se fracassaient contre les parois de granit noir, projetant des embruns salés jusqu'aux fenêtres du manoir Le Goff, cette demeure décrépite qui dominait la côte comme une sentinelle mourante. L'année était 1849. Et dans les ruelles étroites du village en contrebas, les paysans bretons murmuraient des prières en breton tout en se signant furtivement lorsque leur regard se portait vers le sommet de la falaise. Le manoir avait connu des jours meilleurs. Ses murs de pierre grise, autrefois imposants, étaient désormais couverts de lichens verdâtres et de mousse humide. Les volets pendaient de travers et plusieurs fenêtres du 3e étage étaient condamnées par des planches pourries. Le toit d'ardoise présentait des béances par lesquelles la pluie s'infiltrait librement, créant des flaques sombres dans les couloirs abandonnés. Le jardin, jadis ordonné selon la mode des grandes propriétés nobles, n'était plus qu'un enchevêtrement de ronces, d'orties et de digitales pourpres qui poussaient en touffes anarchiques. À l'intérieur, dans le grand salon aux tentures moisies, 3 jeunes femmes étaient assises autour d'une table massive en chêne noirci. Maëlle, Isolde et Rosaine Le Goff, 16 ans toutes les 3, nées le même jour de la même heure, dans des circonstances que les sages-femmes de la région préféraient ne pas évoquer. Elles étaient identiques jusqu'à l'effroi, même cheveux noirs de jais tombant en cascade raide jusqu'à la taille, même teint d'une pâleur cadavérique qui contrastait violemment avec leurs lèvres étrangement rouges, mêmes yeux d'un gris métallique qui semblait ne jamais scier, même mains fines aux doigts démesurément longs. Leur mère, Gwenaëlle Le Goff, née elle-même. Le Goff, avant son mariage avec son cousin germain Erwan, avait péri 3 ans après leur naissance dans des circonstances obscures. On l'avait retrouvé au pied de l'escalier principal, le cou brisé, un sourire énigmatique figé sur ses lèvres. Leur père avait sombré dans la démence peu après, passant ses journées à errer dans les couloirs en murmurant des incantations en vieux breton, cette langue ancienne que seuls les plus vieux du village comprenaient encore. Il était mort l'hiver dernier, retrouvé gelé dans la bibliothèque, ses doigts serrés autour d'un vieux grimoire relié en cuir que personne n'avait osé ouvrir. Les triplées étaient désormais seules, maîtresses d'un domaine en ruine et d'une fortune déclinante. Mais surtout, elles étaient les héritières d'un terrible secret familial, transmis de génération en génération dans les veines corrompues des Le Goff. Le fermier Kermadec est venu ce matin, dit Maëlle d'une voix monocorde, sans lever les yeux du livre qu'elle feuilletait. C'était un ouvrage ancien sur les plantes médicinales de Bretagne, dont les pages jaunies étaient couvertes d'annotations manuscrites en breton et en latin. Il réclame le paiement de son bail. « Mais nous n'avons plus d'argent », répondit Isolde en continuant à écraser des feuilles de digital séchées dans un mortier de pierre. Le parfum âcre de la plante empoisonnée se mêlait à l'odeur de moisissure qui imprégnait toute la maison. Grand-père a tout dilapidé dans ses expériences. Rosaine, la 3e sœur, leva enfin les yeux de son ouvrage de broderie. Elle travaillait sur un motif complexe, représentant 3 corbeaux perchés sur un menhir. Ses doigts maniaient l'aiguille avec une précision inquiétante, chaque point parfaitement identique au précédent. « Kermadec a une famille nombreuse », murmura-t-elle. 6 enfants. Sa femme est enceinte du 7e. Un silence étrange s'installa dans la pièce, troublé seulement par le crépitement du feu mourant dans l'âtre et le hurlement incessant du vent. Les 3 sœurs échangèrent un regard, et un sourire identique étira lentement leurs lèvres pâles. C'était un sourire qui n'avait rien d'humain, un rictus qui aurait glacé le sang du plus brave. « La digitale », dit Maëlle après un long moment, provoque des arrêts cardiaques qui ressemblent à des morts naturelles. Grand-père l'avait écrit dans ses notes. Les médecins de Quimper ne peuvent pas la détecter lors d'un examen superficiel. Et nous avons de l'arsenic, ajouta Isolde en désignant un flacon de verre sombre posé sur une étagère, celui que grand-mère utilisait pour les rats. Rosaine posa sa broderie et se leva avec une grâce inquiétante. Elle se dirigea vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau de velours mangé au mythe.
En contrebas, on pouvait apercevoir le village de Plouhinec, avec ses maisons basses aux toits de chaume, son église au clocher trapu, et au-delà la lande immense qui s'étendait jusqu'à l'horizon, parsemée de menhirs et de dolmens, hérités des temps druidiques. Notre famille règne sur cette terre depuis des siècles, dit-elle d'une voix étrangement mélodieuse, bien avant que les Francs ne viennent imposer leur langue et leurs lois. Nous sommes les descendants des druides, les gardiens des anciens mystères. Notre sang est pur, inaltéré par les invasions. C'était la justification que leur avait inculquée leur père durant toute leur enfance. Les Le Goff pratiquaient l'endogamie depuis des générations, cousins épousant cousines, oncles s'unissant à nièces, tout cela dans le but obsessionnel de préserver ce qu'ils appelaient la pureté celte. Mais cette pratique avait eu un prix terrible. Les enfants, Le Goff, naissaient souvent difformes, atteints de maladies mentales ou mouraient en bas âge. Les triplées elles-mêmes, bien que d'apparence relativement normale au premier abord, présentaient des anomalies troublantes. Leurs pupilles dilatées ne réagissaient presque pas à la lumière, leurs articulations étaient d'une souplesse inquiétante, et leur température corporelle semblait constamment inférieure à la normale. Mais le plus troublant était leur lien mental. Depuis leur naissance, les trois sœurs partagèrent des pensées, des sensations, des rêves. Ce qui arrivait à l'une affectait les deux autres. Elles finissaient les phrases l'une de l'autre, ressentaient la douleur physique de leur sœur, et semblaient communiquer sans parole, par de simples regards. Les rares domestiques qui étaient restés au service des Le Goff après la mort d'Erwan racontaient les avoir vus se déplacer de manière parfaitement synchronisée, comme trois marionnettes tirées par les mêmes fils invisibles. « Kermadec viendra chercher sa réponse demain soir », reprit Maël, en refermant son livre avec un claquement sec. « Nous lui préparerons un accueil approprié. » Le lendemain matin, une brume épaisse montait de la mer, enveloppant le manoir et le village d'un linceul grisâtre. C'était le genre de brume bretonne qui semblait vivante, qui s'accrochait aux vêtements et pénétrait jusqu'aux os. Les cloches de l'église Saint-Pierre sonnèrent 7 heures, leur tintement étouffé par la nappe de vapeur. Les triplées étaient déjà levées depuis l'aube. Elles avaient passé la nuit dans le laboratoire secret de leur grand-père, une pièce voûtée au sous-sol du manoir où s'alignaient des étagères chargées de fioles, de poudre et d'instruments bizarres. Sur les murs de pierre suintante, des schémas anatomiques côtoyaient des symboles celtes et des formules chimiques griffonnées d'une main tremblante. Isolde broyait méticuleusement des feuilles de digital dans un grand mortier de marbre, ajoutant progressivement de l'eau-de-vie pour créer une teinture concentrée. Maël consultait un grimoire familial, vérifiant les dosages et les méthodes de préparation que leurs ancêtres avaient consignées au fil des siècles. Rosen, quant à elle, préparait la mise en scène avec un soin presque artistique. Elle disposait des verres en cristal, une carafe de cidre breton et des gâteaux au beurre salé sur un plateau d'argent terni. « Le poison doit agir lentement », dit Maël sans lever les yeux de son livre. « Si Kermadec s'effondre immédiatement, cela éveillera des soupçons. Il faut qu'il rentre chez lui et que les symptômes se manifestent progressivement. Dans 3 jours, 4 tout au plus, il sera mort, et les médecins diagnostiqueront une défaillance cardiaque. »« Et sa famille ?» demanda Rosen, en polissant un verre avec un linge blanc. « Sa femme héritera du bail, » répondit Isolde, avec un sourire glacial. « Et elle sera beaucoup plus accommodante que son mari. Les femmes de fermiers connaissent leur place. » Lorsque le soir tomba, Julien Kermadec gravit le chemin escarpé qui menait au manoir. C'était un homme robuste dans la quarantaine, au visage tanné par le soleil et le vent, aux mains calleuses de travailleurs de la terre. Il portait son costume du dimanche, une veste de laine grossière rapiécée au coude et son béret traditionnel breton. En approchant de la demeure, il ne put réprimer un frisson. Il avait entendu les histoires que les anciens racontaient à la veillée, les légendes sombres qui entouraient la famille Le Goff depuis des générations. Les triplées l'accueillirent dans le salon, toutes trois vêtues de robes noires identiques, leurs cheveux séparés par une raie centrale parfaitement droite. Dans la lumière vacillante des chandelles,
Elles ressemblaient à 3 statues de cire, belles et terrifiantes à la fois. « Monsieur Kermadec, » dit Maël d'une voix douce qui contrastait avec son regard glacial, « comme c'est aimable à vous d'être venu. Nous voulions discuter du bail de votre ferme. »« Mademoiselle Le Goff, » répondit Kermadec en ôtant son béret et en le tordant nerveusement entre ses mains. « Je ne voudrais pas vous importuner, mais le bail aurait dû être payé il y a 3 mois maintenant. Ma famille a besoin de cet argent pour passer l'hiver. »« bien sûr, ronronna Isolde en s'approchant avec le plateau de rafraîchissement. « Nous comprenons parfaitement votre situation. Mais avant de parler affaires, ne voudriez-vous pas vous restaurer? Le chemin depuis le village est long et pénible. » Kermadec hésita. Quelque chose dans l'atmosphère de cette pièce le mettait mal à l'aise. L'air semblait trop lourd, trop immobile. Et ces 3 jeunes filles qui le regardaient avec la même expression indéchiffrable, leurs yeux gris semblant briller d'une lueur propre dans la pénombre. « Juste un peu de cidre, alors », finit-il par accepter, plus par politesse que par réelle envie. « Et peut-être un gâteau. » Rozaine versa le cidre dans un verre de cristal, le liquide ambré brillant à la lueur des chandelles. Dans cette lumière, il était impossible de voir les minuscules particules de poudre blanche qui s'y dissolvaient. Elle tendit le verre à Kermadec avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « À votre santé, monsieur Kermadec », dirent les 3 sœurs à l'unisson, leurs voix se superposant de manière troublante. Le fermier but une longue gorgée. Le cidre était excellent, légèrement âpre comme il l'aimait, avec ce goût caractéristique des pommes de Bretagne. Il prit également un gâteau et le mangea en quelques bouchées, les miettes tombant sur sa veste. « Maintenant, concernant le bail, » commença Maël, en s'asseyant gracieusement dans un fauteuil à haut dossier, « nous avons une proposition à vous faire. » La négociation dura près d'1 heure. Les triplés jouèrent leur rôle à la perfection, feignant la compréhension et la compassion tout en manipulant habilement Kermadec pour obtenir ce qu'elle voulait. Un délai de paiement de 6 mois, en échange d'une augmentation du montant du bail. Le fermier, soulagé d'avoir obtenu ce sursis, accepta sans vraiment comprendre qu'il venait de signer un accord bien plus défavorable que l'original. Lorsqu'il quitta le manoir, le ciel nocturne était dégagé, révélant une profusion d'étoiles. La lune, presque pleine, baignait le paysage d'une lumière argentée qui transformait les menhirs en ombres inquiétantes. Kermadec descendit le sentier en sifflotant, satisfait de son entrevue, ignorant totalement que la mort cheminait désormais dans ses veines. Les jours suivants, le poison fit son œuvre avec une efficacité méthodique. Kermadec commença à ressentir des palpitations, des vertiges, une fatigue inhabituelle. Il attribua ces symptômes à l'excès de travail et à l'anxiété liée à ses problèmes financiers. Sa femme, Annick, s'inquiéta de le voir perdre l'appétit et avoir le teint de plus en plus grisâtre, mais le médecin du village, un vieil homme qui avait appris son métier sur les champs de bataille napoléoniens, diagnostiqua une simple grippe et prescrivit du repos. Le 3e jour, alors que Kermadec labourait son champ avec son cheval, il s'effondra brusquement, la main crispée sur sa poitrine. Ses fils accoururent et le transportèrent jusqu'à la maison. Il mourut dans son lit quelques heures plus tard, entouré de sa famille en larmes, son cœur empoisonné ayant fini par céder. Au manoir, les triplés observaient le cortège funèbre depuis leurs fenêtres. Les cloches de l'église sonnaient le glas, ce tintement lugubre qui annonçait le passage d'une âme vers l'au-delà. Le cercueil de Kermadec était porté par 6 hommes du village, suivi par sa veuve voilée de noir et ses enfants, le plus jeune tenant la main de sa mère, son petit visage barbouillé de larmes. « C'est fait », murmura Maël avec une satisfaction évidente dans la voix. « Le premier », ajouta Isolde. « Mais pas le dernier », conclut Rozaine. Les 3 sœurs échangèrent un regard complice. Quelque chose avait changé en elles. Le meurtre de Kermadec avait libéré quelque chose de sombre et de terrible, une soif qu'elle ne savait pas posséder. Ce n'était pas seulement une question de survie financière ou de pouvoir, c'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Une envie de contrôler, de dominer, de jouer avec les vies humaines comme un chat joue avec une souris avant de la tuer.
Dans les semaines qui suivirent, d'autres incidents étranges commencèrent à se produire dans la région de Plouhinec. La veuve Kerléo, une voisine âgée qui avait osé critiquer les Le Goff lors d'une réunion paroissiale, fut retrouvée morte dans son lit, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Le médecin parla d'une crise d'apoplexie. Personne ne remarqua les marques de piqûres sur son bras dissimulées sous ses manches longues. Le jeune vicaire de l'église, le père Loïc, un homme pieux et naïf récemment arrivé de Vannes, avait commencé à s'interroger sur les triplés. Il avait remarqué qu'elles ne venaient jamais à la messe, qu'elles ne se confessaient jamais, et que leur nom était prononcé à voix basse dans le village, toujours accompagné de signes de croix furtifs. Poussé par son devoir pastoral, il décida de leur rendre visite. Ce fut une erreur fatale. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Le père Loïc Berthelot était arrivé à Plouhinec au début du printemps, plein de zèle et d'idéalisme. À 28 ans, c'était son premier poste important après son ordination. Il rêvait de ramener les âmes égarées vers Dieu, de combattre les superstitions païennes qui persistaient dans ces terres reculées de Bretagne, et de faire de sa paroisse un modèle de piété chrétienne. Mais très vite, il avait compris que Plouhinec n'était pas comme les autres villages. Ici, le catholicisme se mêlait inextricablement aux anciennes croyances celtes. Les paysans portaient des amulettes druidiques sous leur scapulaire, murmuraient des incantations en vieux breton lors des semailles et laissaient des offrandes de lait et de pain près des menhirs pour apaiser les esprits de la terre. L'église elle-même avait été construite sur un ancien site de culte druidique et son clocher s'élevait à côté d'un dolmen que personne n'avait osé détruire. Mais ce qui troublait le plus le jeune prêtre, c'était le silence qui s'abattait sur le village chaque fois qu'il mentionnait le nom des Le Goff. Les vieux fermiers détournaient le regard, les femmes se signaient, et même le maire, un homme pourtant jovial et bavard, devenait étrangement laconique. « Mon père !» lui avait dit la vieille Léonie Pennec, la sacristine, un matin après la messe. « N'allez pas au manoir. Certaines âmes sont au-delà de la rédemption. La famille. Le Goff porte une malédiction qui remonte à la nuit des temps. Leur sang est corrompu, empoisonné par des générations de péchés inavouables. Madame Pennec, avait répondu le prêtre avec une patience qu'il ne ressentait pas vraiment, il n'y a pas de malédiction, seulement des péchés qui peuvent être pardonnés par la confession et la pénitence. Ces 3 jeunes filles sont des orphelines. Elles ont besoin de guidance spirituelle. Ces 3-là ne sont pas des jeunes filles ordinaires, mon père. Elles sont... La vieille femme s'était interrompue, cherchant ses mots. Elles sont comme les Corrigans dans nos légendes. Belles en apparence, mais froides et cruelles à l'intérieur. Mon grand-père racontait que la mère des triplés, quand elle était enfant, avait noyé tous les chatons de la ferme un par un, juste pour voir combien de temps ils mettraient à mourir. Le père Loïc avait écarté ces histoires comme de simples commérages de village. Il avait décidé de se rendre au manoir par un après-midi de mai, lorsque le soleil brillait enfin après des semaines de pluie incessantes. La lande était couverte d'ajoncs en fleurs, leur parfum de noix de coco embaumant l'air marin. Les oiseaux chantaient dans les buissons, et pour la première fois depuis son arrivée, le prêtre ressentit un peu d'optimisme. Cet optimisme s'évanouit dès qu'il franchit le portail rouillé du manoir Le Goff. Le jardin était une vision cauchemardesque. Ce qui avait autrefois été des parterres ordonnés n'était plus qu'un chaos de plantes vénéneuses poussant en abondance sauvage. Des digitales pourpres, hautes comme des hommes, se dressaient en phalanges serrées. Des belladones aux baies noires luisantes grimpaient sur les murs. Des touffes de ciguës empoisonnées envahissaient les allées. Et au centre de ce jardin morbide, une statue de pierre érodée représentait une femme aux traits effacés, les bras levés vers le ciel, dans une posture d'invocation. Le prêtre remarqua autre chose d'étrange. Des os. Partout dans le jardin, blanchis par le soleil et la pluie, il y avait des ossements, petits pour la plupart, des oiseaux, des lapins, peut-être des chats, mais aussi quelques os plus grands, qu'il préféra ne pas identifier. Certains étaient disposés en motifs géométriques autour des plantes, comme s'ils servaient de fertilisants ou d'offrandes.
Il monta les marches du perron, la pierre friable s'effritant sous ses pieds. Avant même qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Maëlle se tenait sur le seuil, vêtue d'une robe gris-perle qui donnait à sa peau un aspect encore plus cadavérique. « Mon père », dit-elle d'une voix sans inflexion, « nous vous attendions. » Le prêtre tressaillit. « Vous m'attendiez, mais je n'ai envoyé aucun message annonçant ma visite. Nous savions que vous viendriez, » répondit-elle simplement, s'écartant pour le laisser entrer. « Les prêtres viennent toujours. Ils croient pouvoir nous sauver. » L'intérieur du manoir était encore plus oppressant que l'extérieur. Les couloirs étaient plongés dans une pénombre permanente, les rares fenêtres étant obstruées par des tentures épaisses. L'air sentait le moisi, la cire de bougie et quelque chose d'autre, une odeur douceâtre et écœurante que le père Loïc ne parvenait pas à identifier. Les portraits des ancêtres, le goff tapissait les murs, tous montrant des visages pâles au regard vide, certains présentant des déformations physiques évidentes. Maëlle le conduisit jusqu'au salon où ses deux sœurs l'attendaient. Isolde était assise au piano, ses doigts effleurant les touches jaunies sans produire de son. Rosaine se tenait près de la fenêtre, immobile comme une statue, son regard fixé sur la mer au loin. « Mes sœurs, Isolde et Rosaine, » présenta Maëlle. « Je suis Maëlle, ou peut-être suis-je Rosaine. Nous-mêmes ne savons plus toujours qui nous sommes. Cela a-t-il vraiment de l'importance ?» Le prêtre s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Mesdemoiselles, je suis venu vous voir parce que j'ai remarqué votre absence à la messe. En tant que votre pasteur spirituel, je me préoccupe du salut de vos âmes. » « Nos âmes » répéta Isolde en laissant échapper un rire cristallin qui donna la chair de poule au prêtre. « Dites-moi, mon père, est-ce que 3 personnes qui partagent une seule conscience ont 3 âmes ou une seule? C'est une question théologique fascinante, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Les 3 sœurs se tournèrent vers lui, simultanément, et il eut l'impression troublante d'être fixé par 3 pères dieux appartenant à une seule entité. « Nous sommes 3 corps, habités par une seule volonté, mon père, » expliqua Rosaine, en s'approchant, avec une démarche fluide qui tenait plus du reptile que de l'humain. « Ce que voit l'une, nous le voyons toutes. Ce que ressent l'une, nous le ressentons toutes. Nous sommes le résultat de 7 générations d'union consanguine, l'aboutissement d'une expérience génétique commencée par nos ancêtres druides il y a 2 siècles. « Vous parlez d'inceste, » dit le père Loïc, sa voix tremblant légèrement. « C'est un péché mortel aux yeux de Dieu. Le Dieu des Francs ne règne pas ici, » répondit Maëlle avec un sourire glacial. « Ici, dans ces terres anciennes, ce sont les vieux dieux qui tiennent encore le pouvoir. Les dieux qui réclamaient des sacrifices de sang, qui promettaient de la connaissance en échange de la souffrance. » Le prêtre sentit la peur monter en lui. Ces jeunes filles n'étaient pas simplement égarées. Elles étaient... Il n'osait pas formuler le mot, même dans son esprit. « Je vais prier pour vous, » dit-il en reculant vers la porte, « et j'espère que la miséricorde divine touchera vos cœurs. »« Restez encore un peu, mon père, » suggéra Isolde, en se levant du piano. « Nous avons préparé du thé. Ce serait impoli de refuser l'hospitalité. Je dois vraiment partir. » Mais Rosaine s'était déplacée sans bruit et se tenait maintenant entre lui et la sortie. « Nous insistons, » dit-elle doucement. Pendant les 30 minutes qui suivirent, le père Loïc vécut un cauchemar éveillé. Les triplés le forcèrent à s'asseoir et lui servirent effectivement du thé, un breuvage sombre et amer qui laissa sa langue engourdie. Elles parlèrent, leurs voix se superposant parfois de manière troublante, racontant l'histoire de leur famille avec un luxe de détails macabres. Elles lui parlèrent de leur arrière-arrière-grand-père, Yann Le Goff, qui avait épousé sa propre sœur et avait tué leurs 3 premiers enfants à la naissance, parce qu'ils étaient nés avec des malformations. Elles lui parlèrent de leur grand-mère, Morgane, qui avait mené des expériences sur les villageois, testant des poisons et des antidotes, consignant méticuleusement les résultats dans des carnets que les triplés conservaient précieusement.
Elles lui parlèrent de leur propre naissance, de comment le médecin qui les avait mises au monde s'était enfui en hurlant, refusant jamais de revenir au manoir. « Vous voyez, mon père, conclut Maël, nous ne sommes pas des pécheurs ordinaires. Nous sommes l'incarnation même du péché, distillé et concentré sur 7 générations. Notre sang est si corrompu qu'il est devenu quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcende votre moralité chrétienne. » Le prêtre réussit finalement à s'échapper, titubant hors du manoir comme un homme ivre. Il descendit le sentier en courant presque, son cœur battant la chamade, sa soutane s'accrochant aux ronces. Derrière lui, il entendait le rire des triplés, un son qui semblait provenir de partout à la fois, porté par le vent de la mer. Il ne retourna jamais au manoir, et 3 semaines plus tard, on le retrouva pendu dans le clocher de son église, son visage figé dans une expression de terreur absolue. La note qu'il avait laissée ne contenait qu'une seule phrase, griffonnée d'une main tremblante, « Elles sont venues dans mes rêves ». Le diocèse envoya un nouveau prêtre, le père Armand, un homme plus âgé et plus endurci. Mais lorsque les paroissiens lui parlèrent des Le Goff, il se contenta de hocher la tête et de dire « Certaines batailles ne peuvent être gagnées par les hommes d'église. Prions pour que Dieu lui-même intervienne. » Pendant ce temps, au manoir, les triplés avaient recommencé leur véritable œuvre. Le jardin vénéneux n'était que le début. Dans les semaines qui suivirent la mort du père Loïc, une mort qu'elles avaient provoquée non par le poison, mais par la manipulation psychologique, apparaissant nuit après nuit, dans ses rêves, grâce à une tisane spéciale qu'elle lui avait fait boire, une décoction à base de datura qui causait des hallucinations persistantes. Les sœurs transformèrent le sous-sol du manoir en un véritable laboratoire de la terreur. Elles capturaient des animaux, d'abord des rats, puis des lapins, puis des chiens errants, et testaient sur eux différentes combinaisons de poisons, notant méticuleusement les effets, les durées, les agonies. Les cris des bêtes torturées s'élevaient parfois du manoir dans la nuit, portés par le vent jusqu'au village, où les habitants se terraient dans leurs maisons en se bouchant les oreilles. Mais les animaux ne suffisaient plus. Les triplés voulèrent comprendre comment les humains réagissaient, comment ils souffraient, comment ils mouraient. Elles avaient besoin de sujets d'expérimentation. Le premier fut Pierre Calac, un vagabond qui était arrivé à Plouhinec à la recherche de travail. Il avait frappé à la porte du manoir un soir de pluie, trempé jusqu'aux os, affamé. Les triplés l'avaient accueilli avec une hospitalité trompeuse, lui offrant un repas chaud et un lit dans les anciennes chambres de domestiques. Il ne quitta jamais le manoir vivant. Elle l'avait attaché sur une table dans le sous-sol, et pendant 3 jours, elles avaient testé sur lui différents poisons, observant cliniquement ses convulsions, notant le moment précis où ses pupilles se dilataient, mesurant la température de son corps, tandis qu'il sombrait progressivement dans un coma dont il ne se réveillerait jamais. Elles disséquèrent ensuite son cadavre, avec les instruments chirurgicaux de leur grand-père, examinant l'effet des toxines sur ses organes internes. Le corps fut enterré dans le jardin, parmi les plantes vénéneuses qui se nourrirent avidement de sa décomposition. La deuxième victime fut Marguerite Prigent, une jeune servante qu'elles avaient embauchée pour s'occuper du ménage. Marguerite était une orpheline de 17 ans, sans famille, sans personne pour remarquer sa disparition. Elle avait travaillé au manoir pendant 2 semaines, de plus en plus mal à l'aise face au comportement étrange de ses employeuses, avant de comprendre qu'elle était prisonnière. Son agonie fut plus longue que celle de Calac. Les triplés voulaient explorer les limites de la résistance humaine, comprendre jusqu'où on pouvait pousser un corps avant qu'il ne cède. Elles alternaient poison et antidote, créant un cycle infernal de souffrance et de brefs répits. Marguerite perdit la raison bien avant de perdre la vie, ses hurlements résonnant dans les profondeurs du manoir jusqu'à ce que sa voix se brise définitivement. Les mois passèrent, et le nombre de victimes augmenta. Des vagabonds, des colporteurs, des gens de passage que personne ne rechercherait. Le jardin du manoir devint leur cimetière secret, chaque plante vénéneuse marquant une tombe non déclarée. Mais les triplés voulaient plus. Elles voulaient terroriser le village lui-même,
affirmer leur domination, prouver que les Le Goff étaient au-dessus des lois humaines et divines. L'occasion se présenta lors de la préparation du carnaval de Binic, une fête traditionnelle bretonne qui avait lieu début février, avant le carême. C'était une célébration qui remontait au temps pré-chrétien, un dernier moment de débauche et d'excès avant les privations religieuses. Les villageois confectionnaient des masques grotesques, allumaient de grands feux sur la place, buvaient et dansaient jusqu'à l'aube. Cette année-là, les triplés décidèrent de participer. Elles passèrent des semaines à préparer leurs costumes, créant des masques qui représentaient les Korrigans, ces esprits malveillants du folklore breton, petites créatures difformes qui hantaient les landes et les menhirs, attirant les voyageurs vers leur perte. Leurs robes étaient des chefs-d'œuvre de tissus déchiquetés et de broderies macabres, ornées de symboles druidiques et de motifs évoquant la mort. Mais le véritable chef-d'œuvre était le plan qu'elles avaient élaboré pour cette nuit de carnaval. Un plan qui allait transformer la fête en un cauchemar que Plouhinec n'oublierait jamais. « Tout est prêt », dit Isolde en vérifiant une dernière fois les fioles qu'elles avaient préparées. Le poison dans le cidre, les seringues dissimulées dans nos manches, les cordes cachées sous nos robes. Les invitations ont été distribuées, ajouta Rosen. 20 personnes ont accepté de venir au manoir après le carnaval. Ils pensent assister à une réception privée, une tentative de notre part de nous réconcilier avec le village. Maël sourit, un sourire qui aurait glacé le sang du plus brave. Ils vont effectivement assister à quelque chose d'inoubliable. Une cérémonie qui honorera nos ancêtres et montrera au monde ce que les Le Goff sont vraiment capables de faire. La nuit du carnaval arriva dans un tourbillon de neige fondue. Le vent hurlait depuis la mer, fouettant les flammes des grands feux qui avaient été allumés sur la place du village. Les villageois dansaient malgré le froid, leurs masques créant des ombres fantastiques sur les murs des maisons. L'odeur du cidre chaud, des crêpes au sucre et de la chair de porc rôtie emplissait l'air. Les triplés firent leur apparition vers minuit, descendant du manoir comme 3 spectres maléfiques. Leurs costumes de Korrigans étaient si élaborés, si troublants, que même les fêtards les plus ivres s'écartèrent sur leur passage. Elles se déplaçaient avec une synchronisation parfaite, leurs mouvements créant l'illusion qu'elles étaient des reflets multiples d'une seule entité. Elles restèrent en périphérie de la fête, observant, attendant. Et à 3 heures du matin, lorsque les plus téméraires commencèrent à se diriger vers le manoir pour la réception promise, elles prirent la tête du cortège, guidant leurs victimes vers leur destin. 23 personnes franchirent le seuil du manoir cette nuit-là. Certains par curiosité, d'autres par appât du gain, les triplés avaient laissé entendre qu'elles distribueraient des pièces d'or, d'autres encore par pure arrogance, convaincus que 3 jeunes filles ne pouvaient représenter aucun danger. Ils avaient tous tort. Le grand salon avait été transformé pour l'occasion. Les tentures moisies avaient été remplacées par des draperies de velours noir. Des centaines de chandelles créaient une lumière vacillante qui donnait à la pièce l'apparence d'une chapelle païenne. Au centre, une longue table avait été dressée, couverte de mets fins et de carafes de vin et de cidre. Mais ce qui attirait immédiatement le regard, c'était le grand cercle de pierre qui avait été dessiné sur le sol avec ce qui ressemblait à de la craie blanche, mais qui était en réalité de la poudre d'os humain. Les invités s'installèrent avec une certaine appréhension. L'atmosphère du manoir, même décorée, restait profondément inquiétante. Mais l'alcool coula à flot, et bientôt la plupart des convives se détendirent, leurs voix s'élevant dans des rires et des conversations animées. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque boisson, chaque morceau de nourriture était méticuleusement empoisonné. Pas assez pour tuer rapidement, mais suffisamment pour paralyser progressivement, pour engourdir les membres, pour rendre impossible toute résistance. Après 1 heure, les premiers effets commencèrent à se manifester. Les invités se plaignirent de vertige, de nausées. Certains tentèrent de se lever pour partir, mais leurs jambes refusèrent de leur obéir. La panique commença à s'installer lorsqu'ils réalisèrent qu'ils étaient piégés. C'est alors que les triplés retirèrent leurs masques.
Bienvenue, dit Maël d'une voix qui résonna étrangement dans le silence soudain, à la véritable cérémonie. Les portes du salon se refermèrent avec un claquement sourd. Les fenêtres étaient barricadées, il n'y avait aucune échappatoire. Ce qui se passa ensuite fut une horreur méthodique. Les triplés, avec l'aide de 3 hommes masqués qui émergèrent des ombres, commencèrent à ligoter les invités paralysés, les disposant en cercle autour de la pièce. Certains hurlaient, d'autres pleuraient, d'autres encore tentaient de négocier, offrant de l'argent, des terres, n'importe quoi pour leur liberté. Les 3 sœurs restèrent sourdes à toutes les supplications. « Vous vous demandez pourquoi ?» commença Isolde en se plaçant au centre du cercle de poudre d'os. « Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? La vérité est que vous n'êtes pas spéciaux. Vous êtes simplement disponibles. Notre famille, continua Rosen, a toujours cherché la perfection, la pureté du sang celte, la préservation de notre lignée. Mais il y a eu un prix à payer. Regardez-nous. Nous sommes le résultat de 7 générations d'union consanguine. Nos corps fonctionnent différemment, notre esprit fonctionne différemment. Et maintenant, conclut Maël, nous allons accomplir ce pourquoi nous avons été créés. C'est alors que la véritable révélation survint, le moment ten du Kishotenketsu qui allait bouleverser toute la compréhension de cette histoire. Les 3 hommes masqués retirèrent leur déguisement. C'étaient des médecins. Pas des médecins de village, mais des scientifiques renommés venus de Paris, des membres de la Société d'anthropologie, des disciples des théories naissantes sur l'eugénisme et l'hérédité. Le premier était le docteur Auguste Valentin, un anatomiste célèbre. Le second était le professeur Henri Garnier, un aliéniste spécialisé dans les maladies mentales héréditaires. Le troisième était le jeune Lucien Beaumont, un étudiant en médecine brillant, mais dénué de toute éthique. « Mesdames, messieurs, déclara le docteur Valentin en s'inclinant ironiquement devant les prisonniers terrifiés, vous avez l'honneur de contribuer à l'avancement de la science médicale. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. La vérité était encore plus terrible que tout ce que les villageois auraient pu imaginer. Les triplés. Le Goff n'agissait pas seul. Elles n'étaient pas simplement 3 jeunes filles dérangées par des générations d'inceste. Elles étaient partie intégrante d'une expérience scientifique dirigée par ces médecins parisiens, une étude sur les effets de l'endogamie prolongée et sur le développement de comportements psychopathiques. Le professeur Garnier s'avança et sortit un carnet de notes. « Nous étudions les Le Goff depuis 3 ans, expliqua-t-il d'un ton clinique, comme s'il donnait une conférence à la Sorbonne. Leur père, Erwan, était un de nos correspondants. Il documentait méticuleusement les effets de la consanguinité sur sa lignée. Mais c'est avec les triplés que nous avons eu notre découverte la plus extraordinaire. Elles ne sont pas simplement 3 individus, continua-t-il. Elles partagent une connexion neurologique que nous ne comprenons pas encore complètement. Leur cerveau semble fonctionner comme un seul organisme réparti sur 3 corps. C'est un phénomène jamais documenté auparavant dans la littérature médicale. Isolde prit la parole, sa voix dépourvue d'émotion. Nous n'avons jamais été libres. Depuis notre naissance, nous sommes observés, testés, manipulés. Nos soi-disant expériences sur les villageois, c'étaient les leurs. Ils voulaient voir jusqu'où nous irions, quelles étaient les limites de notre pathologie. Mais nous avons appris, ajouta Rosen. Nous avons lu leurs notes, étudié leurs méthodes. Et nous avons décidé de retourner l'expérience contre eux. Maël sourit cruellement. Cette nuit, nous testons quelque chose de nouveau. Une combinaison de poisons que nous avons développée, basée sur des plantes rares de notre jardin et sur des composés chimiques que ces chers docteurs nous ont fournis sans le savoir. Les médecins parisiens échangèrent des regards alarmés. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas censé se passer ainsi. « Qu'est-ce que vous racontez ?» demanda Valentin, une note d'inquiétude perçant son ton autoritaire. « Nous avons un accord. Vous travaillez sous notre supervision. »« Nous avons rompu cet accord, » répondit Maël froidement. « Il y a 2 heures, quand vous avez bu le cidre que nous vous avons offert en arrivant. » La couleur quitta les visages des 3 scientifiques.
Ils regardèrent leurs mains, remarquant enfin le léger tremblement, la difficulté croissante à se tenir debout. « Vous nous avez empoisonnés » balbutia le jeune Beaumont. « Évidemment, » répondit Isolde avec un haussement d'épaule. « Vous pensiez vraiment que nous resterions vos sujets d'expérience pour toujours ? Vous nous avez créés, façonnés, mais vous avez oublié la règle la plus importante, ne jamais sous-estimer votre propre création. » Rozaine s'approcha du professeur Garnier, maintenant effondré dans un fauteuil, son carnet de notes tombé au sol. « Toutes ces années, vous nous avez étudiés comme des animaux de laboratoire. Vous avez encouragé nos tendances les plus sombres, fourni les moyens de nos crimes, tout cela au nom de la science. Eh bien, ce soir, vous allez découvrir ce que vos sujets ont vraiment appris. » Ce qui suivit fut une nuit d'horreur absolue. Les triplés, libérés de toute contrainte, de toute supervision, révélèrent l'étendue complète de leur cruauté. Elles ne se contentèrent pas d'empoisonner leurs victimes. Elles les disséquèrent vivantes, méthodiquement, notant leurs observations avec la même froideur clinique que les médecins parisiens avaient utilisée avec elles. Elles forcèrent le docteur Valentin à assister à sa propre vivisection, maintenu conscient par des stimulants tandis qu'elles exploraient sa cavité abdominale, retirant ses organes un par un et les disposant sur la table comme des pièces de musée. Elles soumirent le professeur Garnier à toutes les tortures psychologiques qu'il avait théorisées dans ses écrits, le plongeant dans un état de terreur existentielle dont il ne se remettrait jamais, s'il survivait. Le jeune Beaumont, le plus faible des trois, perdit la raison bien avant de perdre la vie, ses hurlements se transformant en rires hystériques, puis en silence catatonique. Quant aux villageois, ils servirent de cobayes pour tester différentes combinaisons de poisons et d'antidotes, leurs agonies minutieusement chronométrées et documentées. Au petit matin, lorsque les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les fenêtres barricadées, 23 personnes étaient entrées dans le manoir. Seules 3 en sortiraient vivantes, et elles ne seraient plus jamais les mêmes. Les triplés contemplèrent leur œuvre avec satisfaction. Le salon était devenu un charnier, les murs éclaboussés de sang, les corps disposés en cercle selon un rituel que seule elle comprenait. « C'est fait », murmura Maëlle. « Nous sommes libres. Libres des médecins, » ajouta Isolde. « Libres des attentes. Libres de créer notre propre destin, » conclut Rozaine. Mais leur liberté serait de courte durée. Car parmi les survivants qu'elles avaient délibérément épargnés se trouvait Marie Guérin, la fille du maire, qui avait tout vu, tout entendu, et elle porterait témoignage. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Marie Guérin avait 16 ans, le même âge que les triplés. Elle était intelligente, courageuse, et depuis cette nuit d'horreur, hantée par des cauchemars qui la réveillaient en hurlant. Les médecins de Quimper diagnostiquèrent un traumatisme nerveux sévère, mais aucune potion, aucune tisane ne pouvait effacer les images gravées dans son esprit. Elle avait été épargnée pour une raison précise. Les triplés voulaient un témoin, quelqu'un qui raconterait leur histoire, qui propagerait leur légende. C'était leur manière tordue de s'assurer une forme d'immortalité. Mais Marie avait d'autres plans. Elle ne voulait pas être l'instrument de leur gloire macabre. Elle voulait les voir punis, jugés, exécutés pour leurs crimes innombrables. Le lendemain du massacre, lorsque Marie réussit à s'échapper du manoir et à atteindre le village en titubant, couverte du sang des autres victimes, ce fut le chaos. Les hommes armés de fourches et de fusils de chasse montèrent vers le manoir, mais les triplés avaient disparu. Le salon avait été nettoyé avec une efficacité troublante, les corps enlevés, les traces de sang effacées. Seules quelques taches persistantes et l'odeur de mort qui imprégnait les murs témoignaient du massacre. Les autorités furent immédiatement alertées. Le maire envoya un messager à Quimper, et dans les 3 jours, une brigade de gendarmerie arriva à Plouhinec, menée par le capitaine Hervé Le Bihan, un breton pragmatique qui avait servi dans l'armée pendant les campagnes d'Algérie et qui ne croyait pas aux superstitions locales. « Des jeunes filles dérangées », avait-il déclaré au maire. « Rien de plus. Nous les trouverons,
nous les arrêterons, et elles seront jugées comme n'importe quel criminel. Mais retrouver les triplés s'avéra plus difficile qu'anticipé. Elles connaissaient la région mieux que quiconque, chaque sentier, chaque grotte, chaque recoin des falaises. Elles se déplaçaient la nuit, comme des ombres, laissant derrière elles une traînée de petits crimes qui semblaient n'avoir d'autre but que de narguer leurs poursuivants. Un matin, on découvrit le chien de chasse préféré du capitaine Le Bihan, pendu au clocher de l'église, éventré, ses entrailles formant sur le sol un message en breton, « Kenavo, au revoir ». Une autre fois, la femme du maire reçut un paquet élégamment enveloppé. À l'intérieur, elle trouva un doigt humain parfaitement préservé dans du formol, accompagné d'une note « Un souvenir de votre réception », avec nos remerciements les plus sincères. Les triplés jouaient avec leurs poursuivants comme un chat joue avec une souris. Et cette région reculée de Bretagne, avec ses landes brumeuses et ses innombrables cachettes, était leur terrain de jeu idéal. Pendant 3 semaines, elles échappèrent à toutes les battues, mais elles avaient besoin de nourriture, de provisions, et c'est là qu'elles commirent leur première erreur. La ferme des Peinards était isolée, à 2 lieues du village, nichée dans un creux de la lande où le vent ne parvenait jamais vraiment à se calmer. Goulven Peinard et sa femme Catel vivaient là avec leurs 4 enfants, élevant des moutons et cultivant quelques arpents de terre pauvres. C'étaient de braves gens, pieux et travailleurs, qui se mêlaient peu des affaires du village. Les triplés arrivèrent une nuit de pleine lune, se glissant dans la ferme comme des spectres. Elles neutralisèrent Goulven d'un coup à la tête, alors qu'il se levait pour vérifier le bruit dans la cour. Catel tenta de fuir avec ses enfants, mais Isolde la rattrapa dans l'escalier, la traînant par les cheveux jusqu'à la cuisine où ses sœurs avaient déjà commencé à fouiller le garde-manger. Ce qui suivit fut une parodie horrible d'un repas en famille. Les triplés forcèrent Catel à leur préparer un repas copieux, tandis que ses enfants, terrifiés, étaient attachés dans un coin. Goulven, à demi conscient, fut ligoté sur une chaise, contraint de regarder. « Vous savez, » dit Maël en mastiquant tranquillement un morceau de pain, « nous aurions pu vivre normalement. Si notre famille n'avait pas été obsédée par la pureté du sang, si ces médecins parisiens ne nous avaient pas trouvés, si le village nous avait acceptés au lieu de nous craindre. Mais les si ne servent à rien, l'interrompit Rozaine. Nous sommes ce que nous sommes. Des aberrations, des monstres, des produits de la folie humaine. Et maintenant, nous devons assumer notre nature. Isolde caressa tendrement la joue du plus jeune enfant, un garçon de 5 ans qui pleurait silencieusement. Ne pleure pas, petit. La mort n'est pas si terrible. Nos victimes nous l'ont appris. Après un certain point, il y a une sorte de paix, une acceptation. Catel supplia, pleura, offrit tout ce qu'elle possédait en échange de la vie de ses enfants. Les triplés l'écoutèrent poliment, puis refusèrent avec le même sourire glacial. Mais avant qu'elles ne puissent mettre leur plan à exécution, la porte de la ferme explosa dans un fracas de bois brisé. Le capitaine Le Bihan et ses hommes avaient suivi une intuition, vérifiant toutes les fermes isolées de la région. Ils avaient vu de la lumière aux fenêtres des Peinards à une heure inhabituelle et étaient venus enquêter. Ce qui suivit fut une mêlée confuse. Les triplés, prises par surprise, tentèrent de fuir par la porte arrière, mais les gendarmes avaient encerclé la ferme. Rozaine fut la première capturée, jetée au sol par 2 hommes robustes qui durent lutter pour la maîtriser malgré sa stature frêle. Isolde se battit comme une démente, griffant et mordant avant d'être finalement maîtrisée à son tour. Maëlle, la plus rusée des 3, réussit presque à s'échapper. Elle courut vers les collines, ses pieds nus volant sur la lande pierreuse, sa robe noire flottant derrière elle comme les ailes d'un corbeau. Mais le capitaine Le Bihan était un excellent tireur. Son coup de fusil atteignit Maëlle à la jambe, la faisant s'effondrer avec un hurlement de rage et de douleur. Lorsqu'elles furent toutes les 3 enchaînées et chargées dans le fourgon qui devait les emmener à la prison de Quimper, quelque chose d'étrange se produisit. Les 3 sœurs, qui avaient toujours partagé une connexion mentale, semblèrent se déconnecter. Pour la première fois de leur vie, elles étaient seules dans leur propre tête.
Maël hurla, un cri de pure terreur qui n'avait rien à voir avec la douleur physique de sa blessure. Isolde et Rosen l'imitèrent, leur voix se mêlant dans une cacophonie de désespoir. « Que se passe-t-il » demanda un jeune gendarme, mal à l'aise. « Je ne sais pas, » répondit le capitaine Le Bihan, « et je ne veux pas le savoir. Contentons-nous de les livrer à la justice. » Le procès des triplés. Le Goff commença 2 mois plus tard, au palais de justice de Rennes, la capitale de la Bretagne. Ce fut l'un des procès les plus médiatisés de l'époque, attirant des journalistes de Paris, de Lyon, même de Bruxelles et de Londres. Les gazettes étaient remplies d'articles sensationnalistes. Les empoisonneuses de Bretagne, les sorcières modernes, le visage de la dégénérescence. La salle d'audience était bondée chaque jour. Les curieux faisaient de la queue dès l'aube pour obtenir une place, espérant apercevoir ces 3 créatures dont on racontait tant d'horreurs. Lorsque les triplés furent amenés dans la salle, enchaînés et vêtus de robes de prisonnières grises, un murmure parcourut l'assistance. Malgré leur apparence négligée après 2 mois de captivité, elles restaient troublantes de beauté dans leur étrangeté. Leurs cheveux noirs, maintenant coupés courts par mesure de sécurité, ne faisaient que souligner leur visage pâle et leurs yeux gris perçants. L'accusation était menée par maître Jules Renard, un procureur impitoyable qui avait fait sa réputation en envoyant à la guillotine plus de 20 criminels. Il présenta méthodiquement les preuves, les témoignages des survivants, dont celui déchirant de Marie Guérin, les corps retrouvés enterrés dans le jardin du manoir, les carnets de notes détaillant les expériences macabres, les fioles de poison découvertes dans le laboratoire secret. « Ces 3 femmes, tonna-t-il en pointant un doigt accusateur vers les accusés, ne sont pas des victimes de leur hérédité. Ce sont des monstres calculateurs qui ont délibérément choisi le chemin du mal. Elles ont tué froidement, méthodiquement, sans remords. Elles ont transformé leur demeure ancestrale en une maison des horreurs. Elles méritent le châtiment le plus sévère que notre justice peut infliger. » La défense était assurée par maître Édouard Fontaine, un jeune avocat idéaliste qui croyait sincèrement que les triplés étaient plus malades que criminels. Il argumenta que cette génération d'endogamie avait créé des anomalies mentales si profondes que les accusés ne pouvaient être tenus responsables de leurs actes. « Regardez-les » supplia-t-il le jury. « Voyez-vous de la malveillance dans leurs yeux? Ou voyez-vous la confusion, le désespoir de créatures qui n'ont jamais eu la chance de développer une conscience morale normale? Elles sont nées d'une union qui aurait dû être interdite, élevées dans l'isolation, manipulées par des scientifiques sans scrupules. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des victimes. » Il fit venir des aliénistes de Paris qui témoignèrent sur les effets neurologiques de la consanguinité, citant des études récentes sur l'hérédité et la dégénérescence. Ils décrivirent les triplés comme un cas médical extraordinaire, une curiosité scientifique qui devrait être étudiée, pas exécutée. Mais leurs arguments tombèrent dans des oreilles sourdes. L'horreur de leurs crimes était trop fraîche, trop vivide. Les familles des victimes remplissaient la moitié de la salle, leurs visages ravagés par le chagrin réclamant justice. Pendant tout le procès, les triplés restèrent silencieuses, refusant de témoigner en leur propre défense. Elles se contentaient de fixer le jury avec leurs yeux gris insondables, un léger sourire flottant parfois sur leurs lèvres, comme si elles savaient quelque chose que personne d'autre ne savait. Ce ne fut que le dernier jour, après que le procureur eut prononcé son réquisitoire final, que Maël demanda la parole. Le juge, surpris mais intrigué, la lui accorda. Maël se leva lentement, ses chaînes cliquetant. Elle regarda longuement la salle, son regard passant de visage en visage, s'attardant sur les familles des victimes, sur les journalistes griffonnant frénétiquement dans leurs carnets, sur le jury de 12 hommes qui décideraient de leur sort. Puis elle parla et sa voix était claire, posée, presque hypnotique. « Vous nous jugez, dit-elle, vous nous condamnez pour nos crimes. C'est votre droit. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Nous ne sommes pas des aberrations, nous sommes un miroir. Nous reflète ce que l'humanité est capable de créer lorsqu'elle pousse la logique jusqu'à ses extrêmes. Notre famille a poursuivi la pureté du sang pendant 2 siècles. Pourquoi ?
Par orgueil? Par peur de se mélanger avec le commun? Qu'est-ce qui est différent de la noblesse qui refuse d'épouser des roturiers, des bourgeois qui refusent de marier leurs enfants à des ouvriers? Ces médecins parisiens qui nous ont utilisés comme cobayes, qu'est-ce qui les rend différents de nous? Ils ont causé autant de souffrances, mais au nom de la science. Leurs mains sont aussi tachées de sang que les nôtres, mais elles sont respectées, honorées même. Nous avons tué, oui. Nous avons torturé, expérimenté, causé des souffrances indicibles. Mais nous ne l'avons pas fait par hypocrisie. Nous ne nous sommes pas cachés derrière de nobles intentions. Nous avons accepté ce que nous sommes, des prédateurs. Et dans ce monde, n'est-ce pas là l'ultime honnêteté? Un silence de mort s'abattit sur la salle. Puis, lentement, Maël se rassit, son sourire énigmatique revenant sur ses lèvres. Le jury délibéra pendant 7 heures. Lorsqu'ils revinrent, leur verdict était unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence, la guillotine. Les triplés accueillirent le verdict sans broncher. Mais alors qu'on les ramenait vers les cellules, Rosen se tourna vers Marie Guérin, assise au premier rang, et dit assez fort pour être entendu de toute la salle, « Nous nous reverrons, Marie. Pas dans cette vie, peut-être, mais nos âmes sont liées maintenant. Nous sommes gravés dans ton esprit, et tu nous porteras avec toi jusqu'à ton dernier souffle. » Marie frissonna, serrant le bras de son père, sachant que Rosen avait raison. L'exécution était prévue pour le 18 mars 1851, à l'aube. Selon la tradition, elle devait avoir lieu place de la République à Rennes, devant une foule de spectateurs. Les exécutions publiques attiraient toujours du monde, mais celle-ci promettait d'être exceptionnelle. Des gens venaient de toute la Bretagne, certains ayant voyagé pendant des jours, pour assister à la mort des triplés maudites. La nuit précédant l'exécution, les 3 sœurs furent séparées pour la première fois depuis leur naissance. C'était la procédure standard pour éviter les tentatives de suicide collectif ou les dernières conspirations. Chacune fut placée dans une cellule individuelle, surveillée en permanence par 2 gardes. Ce fut la nuit la plus longue de leur vie. Pour la première fois, Maël, Isolde et Rosen étaient vraiment seuls. La connexion mentale qu'elles avaient partagée depuis toujours avait été définitivement brisée lors de leur capture. Maintenant, chacune était enfermée dans sa propre tête, avec ses propres pensées, ses propres peurs. Maëlle, dans sa cellule, ne dormit pas. Elle passa la nuit assise sur sa paillasse, fixant le mur de pierre, revivant mentalement chaque meurtre, chaque expérience. Elle ne ressentait pas de remords. Elle en était incapable, mais une sorte de curiosité détachée. Avait-elle été heureuse? Elle ne savait pas. Le bonheur était un concept qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle avait ressenti de la satisfaction, de l'excitation, un sentiment de pouvoir. Était-ce la même chose? Isolde pleura. C'était la première fois depuis leur enfance qu'elle montrait une telle émotion. Elle ne pleurait pas sur son destin, la mort ne lui faisait pas peur, mais sur la perte de ses sœurs. Être séparée était une torture bien pire que la guillotine. C'était comme si on avait arraché une partie essentielle de son être. Rosen, quant à elle, écrivait. Elle avait demandé du papier et une plume, et le directeur de la prison, touché par ce qui semblait être un dernier désir innocent, les lui avait fournis. Elle écrivait frénétiquement, couvrant page après page d'une écriture serrée, racontant l'histoire complète de la famille Le Goff, depuis les premières unions consanguines jusqu'à leur capture. C'était un document extraordinaire, clinique et détaillé, qui serait découvert après son exécution et deviendrait l'une des sources historiques les plus troublantes du XIXe siècle. À 4 heures du matin, le père Armand, le vieux prêtre de Plouhinec, vint leur rendre visite. Il avait fait le voyage spécialement pour leur offrir les derniers sacrements, même s'il savait qu'elle refuserait probablement. Il rencontra d'abord Maëlle. Elle le regarda avec son regard gris impénétrable et dit simplement « Votre Dieu n'a pas de place pour nous, Père, et nous n'avons pas de place pour lui. » Avec Isolde, il essaya une approche plus douce, parlant de miséricorde et de pardon. Elle l'écouta poliment, puis dit « Si votre Dieu est si miséricordieux, pourquoi a-t-il permis que nous naissions ainsi? Pourquoi a-t-il permis 7 générations de corruption? Non, Père, s'il existe,
Votre Dieu nous a abandonnés bien avant que nous ne l'abandonnions. » Rosaine fut la seule à montrer un semblant d'intérêt. Elle discuta avec le prêtre pendant près d'une heure, posant des questions théologiques complexes sur la nature de l'âme, du libre arbitre, de la prédestination. Le père Armand quitta sa cellule profondément troublé, se demandant si cette jeune femme cherchait vraiment la rédemption ou si elle jouait simplement un dernier jeu intellectuel. À 5h30, les préparatifs commencèrent. On rasa les nuques des triplés, une procédure standard pour faciliter le travail de la guillotine, et on leur fit revêtir des chemises blanches propres. Leurs mains furent liées dans le dos, et elles furent conduites vers les fourgons qui les emmèneraient vers la place de l'exécution. C'est sur la place, alors qu'on les faisait descendre des fourgons, qu'elles se revirent pour la première fois depuis leur séparation. Le choc de se voir ainsi, diminué, vulnérable, fut presque physique. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant il sembla à tous les témoins présents que quelque chose passa entre elles, une communication silencieuse, un dernier partage. La foule était immense, s'étendant sur toute la place et débordant dans les rues adjacentes. Il y avait là des gens de toutes conditions, des nobles venus de leur château, des bourgeois en habits du dimanche, des paysans en sabots, des mendiants, des enfants sur les épaules de leurs parents. Certains huaient les condamnés, d'autres priaient à voix haute, d'autres encore observaient avec une curiosité morbide. La guillotine se dressait au centre de la place, son triangle de métal brillant dans la lumière grise de l'aube. Le bourreau, un homme massif nommé Pierre Hébert, qui exerçait cette fonction depuis 20 ans, vérifiait une dernière fois le mécanisme, s'assurant que la lame tomberait proprement. Le procureur Renard monta sur l'estrade et lut l'arrêt de mort d'une voix forte qui porta jusqu'aux confins de la place. Il énuméra les crimes, les victimes, rappelant à tous la justice qui était sur le point d'être rendue. Puis ce fut le moment. Les triplés furent conduites au pied de l'échafaud. Maëlle fut la première. Elle monta les marches avec une grâce surprenante, ses chaînes cliquetant à chaque pas. Arrivée en haut, elle se tourna vers la foule et cria d'une voix claire. « Nous sommes 3, mais nous étions une. Ce que vous détruisez aujourd'hui renaîtra. Notre sang se mêlera à la terre de Bretagne, et de cette terre naîtront d'autres comme nous. » Le bourreau la força à s'agenouiller, plaça son cou dans la lunette. La foule retint son souffle. Le tambour roula. La lame tomba avec un sifflement sinistre. Le corps de Maëlle tressaillit une fois, puis s'immobilisa. Sa tête tomba dans le panier, ses yeux encore ouverts, fixant le ciel qui pâlissait. Isolde fut la suivante. Elle ne cria pas, ne dit rien. Elle monta simplement les marches, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, et se soumit au bourreau avec une résignation totale. Lorsque la lame tomba, il sembla à plusieurs témoins qu'un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres juste avant l'impact. Rosaine fut la dernière. Contrairement à ses sœurs, elle souriait. Ce même sourire énigmatique qu'elle avait porté tout au long du procès. En haut de l'échafaud, elle regarda longuement la foule, puis dit, assez fort pour être entendue des premiers rangs, « Vous croyez que c'est fini, mais nous avons laissé quelque chose derrière nous, un héritage qui ne mourra jamais. Cherchez dans les racines des digitales, cherchez sous les pierres des menhirs, cherchez dans les eaux sombres de la baie, vous nous trouverez. » Le bourreau, agacé par ce dernier discours, la força brutalement à s'agenouiller. La lame tomba pour la 3e fois. C'était fini. Les triplés. Le Goff, les empoisonneuses de Bretagne, étaient mortes. Mais leur histoire, elle, ne faisait que commencer. Dans les semaines qui suivirent l'exécution, d'étranges événements commencèrent à se produire à Plouhinec. Les digitales, dans le jardin du manoir, se mirent à pousser de manière extraordinairement vigoureuse, leurs fleurs d'un violet si intense qu'elles semblaient presque noires. Les paysans qui osaient s'approcher du manoir abandonné rapportaient avoir entendu des voix féminines chantant en breton, des mélodies anciennes que personne ne reconnaissait. Plusieurs personnes tombèrent malades d'une maladie mystérieuse caractérisée par des hallucinations vivides dans lesquelles elles voyaient les triplés toujours ensemble, les appelant à les rejoindre. Certains guérirent après des semaines de fièvre. D'autres moururent dans des convulsions, leur dernier souffle prononçant les noms Maëlle, Isolde, Rosaine.
Marie Guérin, la survivante, fut celle qui souffrit le plus. Les cauchemars qui l'avaient tourmentée depuis la nuit du massacre ne cessèrent jamais. Elle voyait les triplés dans ses rêves, toujours identiques à ce qu'elles étaient de leur vivant, lui murmurant des secrets, lui révélant l'emplacement de corps qu'elle n'avait jamais vu. Elle devint obsédée par l'idée de comprendre ce qu'elles avaient vraiment été, passant des années à recueillir des témoignages, à fouiller les archives de la famille Le Goff, à étudier les carnets de notes laissés par les médecins parisiens. Elle découvrit des choses troublantes. Les expériences des médecins avaient de commencer bien plus tôt que le procès ne l'avait révélé, impliquant non seulement les triplés, mais plusieurs générations de Le Goff. Il y avait eu d'autres enfants, d'autres expérimentations, tous soigneusement documentés et dissimulés. Les triplés n'étaient que le résultat le plus réussi, si on pouvait employer ce terme, d'une longue série de tentatives pour créer une forme supérieure d'humanité par la concentration génétique. Marie écrivit un manuscrit détaillant toutes ces découvertes, un document que les autorités jugèrent trop dangereux pour être publié. Il fut confisqué et enfermé dans les archives départementales, estampillé « accès restreint » où il demeurerait pendant près d'un siècle. Le manoir Le Goff resta vide pendant des décennies. Personne ne voulait l'acheter, même à un prix dérisoire. Les superstitions locales en faisaient un lieu maudit où personne ne devait s'aventurer. Les enfants du village osaient leurs camarades à s'approcher de ces murs délabrés, et les quelques téméraires qui relevaient le défi revenaient invariablement pâles et terrifiés, jurant avoir vu des silhouettes à 3 têtes se déplaçant derrière les fenêtres condamnées. En 1870, après la guerre franco-prussienne et la chute du Second Empire, un mouvement rationalisiste tenta de démystifier le lieu. Une équipe d'érudits de Rennes, accompagnée d'un photographe, se rendit au manoir avec l'intention de prouver qu'il n'y avait rien de surnaturel dans ces murs. Ils passèrent une nuit sur place. Le lendemain matin, on les retrouva tous dans le jardin, errant de manière incohérente, incapables de former des phrases complètes. L'un d'eux, le photographe, avait développé ses plaques avant de perdre la raison. Les images montrèrent le manoir sous différents angles, mais sur chaque photographie, on pouvait distinguer, si on regardait très attentivement, 3 silhouettes identiques debout, à différentes fenêtres, toujours en train de regarder vers l'objectif. Les érudits furent internés dans un asile à Quimper, où ils passèrent le reste de leur jour à dessiner compulsivement le même symbole. 3 cercles entrelacés formant un motif druidique ancien représentant l'unité dans la Trinité. En 1890, 40 ans après l'exécution, les autorités décidèrent que le manoir devait être détruit. C'était devenu une source de troubles constants, un aimant pour les curieux morbides et les chercheurs d'occultisme. Une équipe de démolition fut envoyée avec ordre de raser la structure jusqu'aux fondations. Le travail commença par une journée ensoleillée de septembre, exactement le même mois où les triplés étaient nés 57 ans plus tôt. Les ouvriers attaquèrent les murs à la pioche et à la masse, les pierres séculaires résistant difficilement à leur assaut méthodique. C'est en démolissant le sous-sol qu'ils firent une découverte qui glaça même les plus endurcis d'entre eux. Derrière un mur scellé, ils trouvèrent une chambre secrète. À l'intérieur, soigneusement préservée dans des bocaux de formol alignés sur des étagères, il y avait des organes humains, des cœurs, des foies, des cerveaux, chacun étiqueté avec un nom et une date. Certains remontaient à plusieurs décennies, bien avant la naissance des triplés. Mais ce qui terrifia vraiment les ouvriers, ce furent les 3 bocaux placés au centre de l'étagère la plus haute. Dans chacun flottait un cerveau parfaitement préservé. Les étiquettes indiquaient Maël Le Goff, 1851, Isolde Le Goff, 1851, Rosen Le Goff, 1851. Quelqu'un, peut-être le bourreau lui-même, peut-être un des médecins parisiens, avait récupéré leur tête après l'exécution et extrait leur cerveau pour une dernière étude post-mortem. Et ces cerveaux étaient revenus ici, dans leur laboratoire, comme s'ils avaient une volonté propre.
Les bocaux furent immédiatement confisqués et, sur ordre du préfet, jetés dans les eaux profondes du golfe de Gascogne, lestés de pierres, dans un endroit où les courants étaient particulièrement forts. On espérait ainsi mettre définitivement fin à la malédiction des triplés. Le manoir fut rasé complètement. Les pierres furent dispersées, utilisées pour construire des murs et des maisons dans toute la région. Le jardin vénéneux fut arraché et brûlé, la terre retournée et recouverte de sable marin. Mais les légendes persistèrent. Les pêcheurs de Plouhinec racontaient que certaines nuits, surtout lors des pleines lunes de septembre, on pouvait voir 3 silhouettes blanches marchant sur les falaises là où s'élevait autrefois le manoir. Elles se déplaçaient en parfaite synchronisation comme des reflets dans un miroir triplé, et ceux qui les apercevaient affirmaient entendre un chant en vieux breton, des mots anciens qui parlaient de sang, de terre et d'éternité. Les vieilles femmes du village, héritières de traditions orales qui remontaient au temps druidique, murmureraient à leurs petits-enfants de ne jamais cueillir les digitales qui poussaient encore en abondance sur les falaises. « Ce sont les fleurs des 3 sœurs », disait-elle. « Elles ont fait pousser ces plantes avec le sang de leurs victimes, et maintenant elles vivent dans chaque pétale pourpre. » Marie Guérin mourut en 1905 à l'âge de 72 ans, emportant ses secrets avec elle. Sur son lit de mort, entourée de ses enfants et petits-enfants, ses derniers mots furent « Elles attendent, elles ont toujours attendu, le temps n'a pas de prise sur ce qu'elles sont devenues. » Au XXe siècle, alors que la Bretagne se modernisait, que les anciennes superstitions s'estompaient face à la rationalité scientifique, l'histoire des triplés. Le Goff devint progressivement une légende locale, un conte pour effrayer les enfants, une anecdote historique pour les guides touristiques. Mais les historiens qui étudiaient sérieusement le cas trouvaient toujours quelque chose de troublant dans les archives. Les chiffres ne concordaient jamais tout à fait. Le nombre officiel de victimes était de 23, mais en recoupant les disparitions non résolues dans la région entre 1845 et 1851, on arrivait à un total beaucoup plus élevé, peut-être 50, peut-être 70. Personne ne saurait jamais avec certitude combien de personnes étaient mortes entre les murs du manoir Le Goff. Et puis il y avait cette note étrange, découverte dans les archives départementales en 1990 lors d'une numérisation systématique des vieux documents. C'était une lettre datée de 1920, écrite par un psychiatre de l'asile de Quimper. Il décrivait un patient interné depuis près de 30 ans, un homme qui prétendait avoir été l'un des assistants des médecins parisiens impliqués dans l'affaire des triplés. Cet homme, dans ses moments de lucidité, racontait une version différente des événements. Selon lui, les triplés n'avaient pas agi de leur propre initiative. Elles avaient été programmées dès leur naissance, conditionnées par des techniques que les médecins avaient développées, une forme primitive de contrôle mental basée sur la répétition et la privation sensorielle. Tout ce qu'elles avaient fait, tous les meurtres, toutes les tortures faisaient partie d'une expérience massive sur le comportement humain dans des conditions extrêmes. « Nous avons créé des monstres », écrivait le patient dans un de ses rares moments de clarté, non pas par hasard, mais par design. « Et maintenant, je crains que ce que nous avons commencé ne puisse jamais vraiment se terminer. Nous avons ouvert une porte que nous ne savons pas refermer. » Le psychiatre avait conclu sa lettre en recommandant que le patient reste interné à vie, qu'il ne soit jamais relâché, que son témoignage ne soit jamais rendu public. « Certaines connaissances, écrivait-il, sont trop dangereuses pour être partagées. » En 2015, une équipe d'archéologues et d'historiens mena des fouilles sur le site de l'ancien manoir Le Goff. Ils espéraient retrouver des artefacts, des documents, peut-être même des restes humains qui pourraient éclairer définitivement cette histoire trouble. Ce qu'ils trouvèrent dépassa leurs attentes les plus sombres. Sous ce qui avait été le sous-sol du manoir, ils découvrirent une série de chambres souterraines que personne n'avait jamais soupçonnées. Ces chambres contenaient des ossements humains, au moins 40 individus différents selon l'analyse ADN, ainsi que des instruments chirurgicaux, des fioles encore scellées contenant des substances non identifiées et surtout
des journaux. Des centaines de pages de journaux intimes, écrits dans un français parfait mêlé de passages en breton et en latin, documentant avec une précision clinique chaque expérience, chaque meurtre, chaque découverte scientifique. Les écritures alternaient entre trois styles légèrement différents, celle des triplés, mais par moments, les trois styles se confondaient sur la même page. Les phrases commençant dans une écriture et se terminant dans une autre, comme si vraiment trois mains avaient guidé la même plume. La dernière entrée, datée de la veille de leur capture, était la plus troublante. Nous savons que la fin approche, mais la fin n'est qu'un commencement d'une autre forme. Ce que nous avons appris, ce que nous sommes devenus, ne peut pas mourir avec nos corps. Nous avons changé quelque chose dans le tissu de ce lieu, imprégné la terre elle-même de notre essence. Celui qui lira ces mots comprendra que nous ne sommes jamais vraiment partis. Nous attendons, patientes comme les pierres dressées par nos ancêtres, patientes comme la mer qui érode les falaises. Le temps n'existe pas pour celles qui ont transcendé l'individualité. Nous sommes trois, nous sommes une. Nous sommes éternels. Les découvertes furent rapidement classifiées par les autorités. Le site fut rebouché, les ossements transférés discrètement vers un ossuaire anonyme, les journaux enfermés dans une archive scellée accessible seulement avec des autorisations spéciales du gouvernement. L'équipe d'archéologues fut priée de signer des accords de confidentialité et le rapport officiel de leurs fouilles fut censuré, ne mentionnant que des découvertes d'intérêt historique mineurs. Mais les rumeurs circulèrent quand même. Sur Internet, dans les forums consacrés aux faits divers historiques, dans les communautés d'amateurs de paranormal, l'histoire des triplés. Le Goff connut un regain d'intérêt. Des théories du complot émergèrent, certaines ridicules, d'autres troublantes dans leur cohérence. Et à Plouhinec, le village qui avait gardé ce secret pendant plus d'un siècle et demi, les vieux continuaient à raconter aux jeunes « Ne montez pas sur les falaises les nuits de pleine lune, ne cueillez pas les digitales pourpres. Et si vous entendez des voix de femmes chantant en breton, courez, courez et ne regardez pas en arrière. Car certaines histoires sont trop dangereuses pour les livres d'histoire. Certains secrets sont trop sombres pour être exposés à la lumière. Et certaines âmes, si âmes elles ont jamais eu, sont trop corrompues pour trouver le repos. Les triplés endogames de Bretagne, Maëlle, Isolde et Rosaine Le Goff, sont mortes en 1851. Leurs corps ont été enterrés dans des tombes anonymes, leurs cerveaux jetés à la mer, leurs manoirs rasés. Mais leur héritage demeure, dans les gènes de ceux qui descendent de la famille Le Goff, dispersés maintenant dans toute la France et au-delà. Dans les cauchemars de ceux qui connaissent leur histoire, dans les plantes vénéneuses qui poussent toujours sur les falaises de Plouhinec, dans les archives scellées que personne n'a le courage d'ouvrir complètement, et peut-être, juste peut-être, dans trois silhouettes qui marchent encore sur les falaises bretonnes, unies pour l'éternité dans la mort comme elles l'étaient dans la vie, attendant patiemment que quelqu'un vienne écouter leur histoire une dernière fois. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.